sans plus tarder, je laisse la parole au président de la séance, le docteur Berrabha, et au professeur. C'est toujours avec un très grand plaisir et une immense joie que je me retrouve avec mes amis de chef. Et je remercie mon ami le docteur Berrabha et le président de l'association du corps médical privé de la Wilaya Chlouf de cette invitation, docteur Berkhaled, qui nous permet d'aborder aujourd'hui un thème très intéressant qui est celui des complications cardiaques du diabète, la relation du cœur avec le diabète. Nous allons essayer ce qui est un peu difficile, de respecter le temps. C'est pour cela qu'on a voulu commencer. Le premier effort que nous allons faire aujourd'hui, c'est de respecter le timing. Et sans plus tarder, donc je passe... La CMPC, je vous remercie vous tous d'être présents ici parmi nous et d'être aussi matinal. On remercie aussi tous les labos qui nous ont aidés à la réalisation de cette journée. Et donc, je ne vais pas tarder plus que ça. Et on va commencer par la première communication qui concerne la mesure de la pression artérielle. Et j'appelle Dr Nedjar. Chers maîtres et chères assistances, durant cette présentation, nous allons revoir, même c'est d'une manière furtive, les différentes mesures, les différentes méthodes de mesure de la pression artérielle. Comme rappel, donc depuis ces dernières années, il y a eu deux évolutions majeures en matière de l'hypertension artérielle, à savoir des nouveaux antihypertenseurs censés apporter un plus dans le traitement, et des nouvelles méthodes de mesure de la pression artérielle, à savoir la MAPA, la mesure ambulatoire de la pression artérielle, et le temps-mesure, avec bien sûr de nouveaux concepts qui vont avec, à savoir la charge tensionnelle, la baisse tensionnelle nocturne, l'effet blouse blanche et l'effet HDA masqué, et d'autres concepts également. Définitivement poursuivi et lourd de conséquences économiques surtout, et prise de la pression artérielle au cabinet médical. Selon la Haute Autorité de Santé en France, 2005, il y a d'autres appareils électroniques qui sont validés avec un brassard huméral et qui permet bien sûr la multiplication des mesures, en attendant de la validation d'adresses qui sont disponibles. La mesure donc, elle est idéalement en position assise ou couchée, bras confortablement installés, un sujet au repos au moins de 5 minutes, dans une ambiance calme, avec un appareil bien sûr, comme on a dit, appareil de mesure qui est validé, prise de tension artérielle au moins 2 fois, même 3 fois, et prendre bien sûr la moyenne des 2 dernières mesures, qui sont espacées par 1 à 2 minutes, un brassard surtout standard, et surtout également adapté si le patient est obèse, et qui est situé au niveau du cœur. Le dégonflement bien sûr de la pression est lentement, à raison de 2 mm de mercure par seconde, et ne pas oublier de prendre la pression artérielle chez les diabétiques et chez les CGAJ en position debout. À peu près, voici la manière la plus standard de prise de tension artérielle chez un patient couché. Quelles sont les sources d'erreur parfois? Bien sûr, on incrimine tout ce qui... Et notamment l'idée préconçue. Donc le patient, bien les vieilles, bien le vieux qui vient dire « je suis hypertendu ». Donc d'emblée, on a une idée préconçue que le patient est hypertendu. On a tendance à augmenter les chiffres qu'on entend. Bien sûr, d'autres biais liés à l'équipement, à savoir la taille de brassard qui n'est pas adaptée, notamment l'obèse, ou bien la machine qui n'est pas équilibrée, c'est un problème vraiment majeur. La standardisation également, à savoir les sphygmomanomètres, les positions du patient comme le décubitus dorsal ou bien le décubitus latéral. Une petite enquête, par exemple, c'est l'étude phare 2, et qui a été pour le but, c'est évaluer
les défauts méthodologiques de la mesure de la pression artérielle, qui a été effectuée sur plus de 12 000 patients. Les majeurs biais de la mesure de la pression artérielle étaient, bien sûr, dans la population, c'est-à-dire médicale française. Donc, 5% prenaient. Quelles sont donc les alternatives à cette mesure clinique au cabinet médical? On a bien sûr notamment l'automesure et la MAPA. Ces deux-là donc disposent d'une meilleure valeur pronostique par rapport à la prise de la tension artérielle au cabinet. La Société européenne d'hypertension artérielle, en 2007, donc recommande ou encourage l'automesure pour une meilleure connaissance de l'effet d'un médicament et pour augmenter l'observance notamment du traitement. Et en cas de doute, bien sûr, de la fiabilité des circonstances d'enregistrement, utilisant 3 mesures successives, à savoir avec la position assise, 2 séquences de mesures de préférence par jour, matin et soir, et de préférence au moins depuis 3 jours et même ceux qui aillent jusqu'à 5 jours dans la semaine en période d'activité habituelle. Cette étude qui a évalué donc l'automesure par rapport à la mesure standard au cabinet médical retrouve bien que l'automesure permet un meilleur contrôle de la pression artérielle, que ce soit pour les chiffres diastoliques ou systoliques, par l'automesure du patient, à savoir 23% versus 18% pour la systolique et 13 versus 10% pour la mesure diastolique. L'étude CHIF en 2004, qui a englobé plus de 5000 patients, encourageait à effectuer artérielle en consultation, elle était correcte. Et 13% c'était l'inverse. Donc au cabinet on trouvait des chiffres élevés, alors que l'automesure, bien effectuée, retrouvait des chiffres normaux. En fait, ces pourcentages correspondaient bien à l'HTA masqué et l'HTA blouse blanche. Deux notions très importantes. Pression artérielle du jour, c'est ce qu'on appelle l'effet d'hyper. Les personnes qui ne présentent pas cette diminution de plus de 10%, on les appelle non d'hyper, c'est-à-dire que cette diminution, elle est comprise entre 0 et 10%, et même parfois elle est négative, c'est-à-dire inférieure à 0%. On va voir des exemples de MAPA, la prise de pression artérielle durant presque 24 heures, avec bien sûr l'effet de la nuit. Prises de tension artérielle qui sont élevées, comme le réveil, vers les toilettes, ou bien juste le matin avant le réveil. Un autre exemple quasi identique, mais un patient qui présente une hypertension artérielle systolo-diastolique, mais avec un effet non d'hyper. C'est-à-dire, on voit bien que la nuit, entre 1h ou 24, pour définir l'HTA, que ce soit à la consultation, que ce soit la moyenne à la MAPA de 24 heures, et que ce soit pour le jour ou la nuit, ou bien l'automesure. Quelques mots sur la mesure invasive, et dire que ça a été depuis toujours bien les premiers travaux qui ont été faits vers les années 1700 par un grand savant britannique, et qui mesurait la pression artérielle d'une manière invasive sur des chevaux. Donc, actuellement, c'est très facilité, c'est très facile à le pratiquer, notamment dans les salles de réanimation, par un cathéter artériel, et qui est rattaché à onde systolique et diastolique de l'aorte vers les artères périphériques. Et qu'on remarque qu'à chaque fois qu'on s'éloigne de ça, elle serait plus corrélée au risque cardiovasculaire de l'hypertension. C'est pour ça que la diminution de la pression aortique centrale pourrait être le reflet d'une efficacité plus importante de traitement sur la rigidité des gros troncs artériels. Donc en attendant de développer ces appareils comparatifs de la mesure de pression artérielle, tous gardent une valeur dans le diagnostic, mais seule actuellement, c'est la mesure de la pression artérielle au cabinet qui est recommandée. En attendant la validation des autres, ce n'est pas encore validé. Bien sûr, d'autres comme par exemple la MAPA garde notamment un intérêt dans le dépistage des patients, définir des patients dits médicaux. Les autres, comme on a dit, ne sont pas encore validés. L'apport important, oui, de la MAPA au niveau diagnostic, pronostic, comme on a dit par exemple d'hyper et non d'hyper, et thérapeutique, puisqu'améliore le traitement du patient et le suivi, bien sûr, de son traitement. Je vous remercie. Docteur Benjamin, je m'excuse. Donc on va rester dans le même registre et on va parler maintenant du suivi et de la surveillance de l'hypertension artérielle qui sera présenté par Dr Azouz.
table d'assistance. Bon, je ne vous cache pas, je suis très heureux d'être à Chilek pour la première fois. Et je la trouve une ville très agréable. Bon, on entame le sujet actuel qui est le suivi et surveillance du patient hypertendu. Pour faire une surveillance objective, il faut bien savoir ce qu'on recherche. Donc, il faut bien classer le patient dans une catégorie d'hypertension artérielle selon les chiffres tensionnels. Donc, le patient peut être classé en hypertension, artérielle grade 1, grade 2, grade 3, ou ayant une HTA systolique isolée selon les chiffres qu'il a. Donc, différentes classifications sont à notre disposition, à savoir la classification de la Société européenne de cardiologie et aussi la société de JNC7, donc la classification américaine. Prendre en charge et surveiller le patient hypertendu en traitant seulement son hypertension ne suffit pas. Un patient hypertendu est un patient à risque, donc il faut savoir rechercher ces facteurs de risque qui sont souvent associés, donc pour améliorer sa prise en charge et éviter ainsi les complications. Donc les facteurs de risque classiques, donc, en plus de la pression artérielle, donc d'hypertension artérielle, c'est l'âge, le tabac, la dyslipidémie, l'antécédent familial de maladies cardiovasculaires, une mort subite ou une atteinte coronarienne chez un patient, chez un parent de premier degré de sexe masculin d'âge inférieur à 5 CRP élevé, et surtout le diabète. Prendre en charge aussi un patient hypertendu et bien le surveiller, il faut bien surveiller est-ce qu'il présente une atteinte des organes cibles. Cette atteinte des organes cibles peut aggraver le pronostic du patient, donc on ne se contente pas de bien réduire ces chiffres tensionnels, on doit aussi traiter en parallèle et surveiller, y mettre. Donc, peut être considéré comme un facteur de risque. On a l'augmentation de la créatinine, donc une insuffisance rénale, et la microalbuminurie. Il faut rechercher les atteintes cliniques cardiaques, rénales et périphériques, donc artérielles périphériques, à savoir l'artériopathie des membres inférieurs et la rétinopathie sévère, dans un but de bien prendre en charge le patient hypertendu. Le but de cette surveillance, de ce suivi, est bien évidemment d'éviter ces complications qui peuvent être souvent mortelles, à savoir l'hypertrophie ventriculaire gauche, donc, comme on a dit, qui constitue à elle seule un facteur de risque, l'angor et l'infarctus de myocarde, la néphrangiosclérose, l'accident vasculaire cérébral et les anévrismes aortiques. D'évaluer la pression, le niveau de la pression artérielle et adapter le traitement en fonction de la pression, en fonction de ce chiffre tensionnel. Donc, le but, c'est d'évaluer l'efficacité du traitement. Deuxièmement, il faut, et chacun peut donner des effets indésirables. Donc, il faut bien suivre le patient pour dépister ces effets. Suivre un patient hypertendu aussi, c'est s'assurer de l'observance du patient vis-à-vis du traitement. Et surtout, il faut insister sur les mesures hygiéno-diététiques, puis s'assurer de l'adhérence du patient à son traitement. Il ne suffit pas de donner 4 classes thérapeutiques, 4 médicaments à un sujet dans l'association à ces facteurs de risque en patient à haut risque ou à faible risque de complications cardiovasculaires. Donc il faut bien les rechercher, donc les facteurs de risque classiques et les autres. Il faut évaluer aussi l'apparition ou l'aggravation d'autres complications cardiovasculaires. Une coronaropathie sous-jacente, une insuffisance rénale qui aggrave le pronostic et une complication vasculaire, une artériopathie de position de médecin.
Donc, on a l'électrocardiogramme, l'échocardiographie, l'épreuve d'effort, la mesure ambulatoire de la pression artérielle, autre mesure que notre ami déjà développé, l'échocardio, l'échodoppler vasculaire, un bilan sanguin, donc l'ionogramme et le bilan métabolique, un fondeur. Mais l'apparition d'une symptomatologie nouvelle, une dyspnée, un engorge, des palpitations, s'il fait une insuffisance cardiaque, si on découvre un souffle, s'il y a une anomalie à l'électrocardiogramme, si le patient devient résistant au traitement, là il faut faire l'échocardiographie, et si le patient présente une hypertrophie ventriculaire dans le but de surveiller cette dernière. L'épreuve d'effort, elle n'est pas systématique, elle est indiquée en cas de suspicion de maladie, de prendre une activité sportive, et s'ils ont un âge supérieur à 40 ans. La mesure ambulatoire, la pression artérielle d'automesure, elle n'est pas tout le temps nécessaire, sauf rechercher une prééclampsie et surveillance du HTA traité pour détecter l'effet blouse blanche. Surtout ça, c'est pour l'automesure. L'échodoppler vasculaire n'est plus systématique. Il faut le réserver chez les patients HTA non compliqués. Sinon, si le patient présente une HTA compliquée avec une atteinte rénale ou un diabétique qui est sous traitement diurétique ou un inhibiteur d'enzyme de conversion, il faut faire ce bilan rénal ionogramme chaque année. Le bilan métabolique standard, glycémie, le lipidogramme, il faut le faire comme l'examen précédent, donc chaque 2 ans, si le patient est équilibré et présente une HTA non compliquée, et il faut le faire chaque année en cas d'hypertension artérielle métabolique. Le fondé, il faut le réserver pour le patient hypertendu, donc il faut faire chaque année à la fois la recherche d'une rétinopathie hypertensive et diabétique, ou si le patient présente une baisse de l'acuité visuelle, et en cas d'hypertension artérielle maligne pour évaluer le retentissement de cette dernière sur l'œil. Lorsqu'on est devant le patient, on a 2 cas de figure. Soit on est au début du traitement, et deuxième cas de figure, gynomététique. Durant cette période du début du traitement, l'automesure est à encourager à domicile. Donc, pour bien classer le patient dans une catégorie ou dans un grade d'hypertension artérielle, mais une surveillance un peu rigoureuse. Chaque 3 mois, si le patient hypertendu et à risque cardiovasculaire équilibré, par exemple un patient hypertendu diabétique, sinon une consultation chaque 6 mois suffit si le patient présente une hypertension avec risque cardiovasculaire bas. Chez les patients à faible risque cardiovasculaire ou si son hypertension est classée de grade 1, les consultations défavorables pour le patient, surtout, ils sont indispensables à une bonne observance thérapeutique. La fréquence, donc, comme on vient de dire, la fréquence des visites est adaptée en fonction si on s'assure que le patient adhère aux règles hygiéno-diététiques. Ça ne sert à rien de donner 4 classes thérapeutiques à chaque fois de les changer si on n'est pas sûr que le patient adhère aux règles hygiéno-diététiques. Un régime demi-salaire avec une activité physique et surtout aussi la lutte contre les autres facteurs de risque associés. On ne va pas traiter la surveillance de patients hypertendus sans parler de quelques formes cliniques qui adhèrent aussi au régime et aux règles hygiéno-diététiques. Il faut surveiller la fonction rénale, est-ce qu'il s'agit d'une résistance au thiazidique ou une insuffisance rénale. Rechercher les interférences antagonistes, la éliminer encore une fois. Une forme aussi particulière de l'hypertension, c'est l'HTA gravidique. La femme enceinte qui fait une hypertension artérielle doit aussi bénéficier d'une surveillance plus rigoureuse et pluridisciplinaire d'un aspect non divers. Pour la surveillance biologique de la femme enceinte, elle doit être aussi rigoureuse. Donc, il faut faire une protéinurie de 24 heures
il faut faire une créatinémie et surtout une uricémie, si elle est supérieure à 60 mg. Et surtout la cinétique de cette uricémie, il faut faire un hématocrite, du Doppler ombilical, le Doppler cérébral et le Doppler utérin. C'est la prééclampsie qui peut énoncer une éclampsie qui est une urgence thérapeutique très grave. Donc c'est des crises convulsives avec l'intérêt de faire une uricémie et surtout de surveiller la cinétique de cette dernière. Là, le traitement de l'éclampsie, c'est l'arrêt immédiat de la grossesse dans un but de sauvetage maternel. Rechercher les complications de l'HTA gravidique, rechercher aussi le HELP syndrome qui associe l'hémolyse, une transaminase, des taux de transaminase élevés, donc supérieur à 2 fois la normale, une cytolyse avec une thrombopénie. Rechercher aussi une CIVD et d'autres complications qui sont un peu rares mais graves, à savoir l'insuffisance rénale, l'atteinte hépatique avec une insuffisance hépatique et la rétinopathie hypertensive. Et aussi un non-prescription de médicaments iatrogènes qui peuvent aggraver la situation. Pour conclure, l'HTA, comme nous savons tous, c'est une présentation qui était excellente. Eh bien, question sur les deux thèmes qui ont été présentés en ce qui concerne Bouzena. Je voudrais demander au Dr Azouz s'il a eu l'occasion de constater la survenue de diarrhée après prise de diurétiques et de bêta-bloquants, chez les hyperfondus bien sûr. Et quelles ont été les mesures prises et quel en était le résultat. Merci pour votre question. Bon, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce symptôme avec ces deux associations. Mais personnellement, j'ai constaté une diarrhée chez un patient qui était sous diurétique seulement. Le patient a fait une hypocalémie, donc l'hypocalémie a expliqué cette diarrhée. Elle est rentrée dans l'ordre en arrêtant, donc on était obligé d'arrêter cette classe thérapeutique. Oui. Comment vous avez fait la corrélation, ou quelle a été votre démarche, entre la survenue de cette diarrhée et du diurétique incriminé? Bon, le patient était suivi pour une hypertension, il était mis sous furosémide seul, donc c'était un sujet âgé, donc il était sensible. Bon, c'était la seule explication, on a fait un bilan en urgence qui a révélé cette hypocalémie. Donc c'était la seule explication, on est obligé d'arrêter. Je pense que le plus important, c'est de faire attention, surtout chez les sujets âgés, quand il y a une diarrhée ou la notion de vomissement, d'associer un traitement diurétique qui peut aggraver une hypocalémie. Donc maintenant, la recherche de cause à effet, ça reste quelque chose d'un petit peu difficile à faire. La première des choses, je pense, c'est d'arrêter le diurétique, faire une calémie et pour ne pas aggraver cette hypocalémie. Salim, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Service de transfusion sanguine. Bon, à partir de quel chiffre tensionnel peut-on parler d'HTA? Et au bout de combien de consultations on pose le diagnostic? J'aimerais avoir des explications sur l'HTA labile. Est-ce qu'on peut la traiter? Actuellement, la nomenclature dit qu'il faut la traiter qu'en cas de complications. Des chiffres. Je pense, on a passé en revue les dernières recommandations de l'ESC, que ce soit la première ou la seconde présentation, avec les différentes classifications, les plus utilisées par rapport. Les chiffres sont différents, bien sûr, que ce soit à la consultation au cabinet, ou bien au MAPA, ou bien à la pression, l'automesure. Ils sont différents, mais à savoir que seule actuellement la méthode validée, c'est la prise de consultation, c'est la prise de pression artérielle au cabinet médical. Vous avez bien dit
à partir de combien ou de quand on dit. La première consultation, comme je l'ai dit, la fréquence est de mieux de faire deux prises de tension artérielle au mieux 3 prises avec la prise de la moyenne des 2 dernières mesures. Et bien sûr, si les chiffres sont élevés, certaines sociétés savantes recommandent à mon avis, même s'ils ne sont pas validés, à savoir l'automesure et la MAPA également, qui apporte un plus dans notre diagnostic. Je pense, professeur, veut rajouter un mot. Bien posé, c'est-à-dire dans le sens où poser la question à quel chiffre je dois traiter mon patient, déjà ça cache un petit peu une certaine, pas ignorance, mais une mauvaise approche de la maladie. Parce qu'en fait, pour vous avouer, même on ne sait pas si l'hypertension artérielle existe. Je vais être un peu provocateur. Je vais vous donner un exemple. Entre une pression de 115 mm de mercure de systolique et 135, la mortalité est multipliée par 2. On sait que 115, c'est tout à fait normal. Avant, quand nous avons fait nos études, les plus anciens se souviennent, on définissait l'hypertension à 160, 95. Bad galona, non. C'est 140, 90. Donc, 40 galek, non. C'est plus bas. On sait qu'il y a un continuum, c'est-à-dire une relation linéaire et continue entre le chiffre tensionnel, la PS ou la PAD ou la pression pulsée, et le risque cardiovasculaire, qui commence à des chiffres très bas. C'est comme le diabète. Le diabète, on disait 1,40 ou 1,30, là maintenant 1. On dit à 1. On sait qu'il y a disons ce qu'on appelle les relations linéaires sans seuil, qui commencent à des pressions très basses. C'est pour ça qu'on ne traite pas des chiffres tensionnels, mais un risque cardiovasculaire. Ça, c'est très important. On ne traite pas des chiffres tensionnels. Il ne faut pas dire ma mère, elle a 160 mm de mercure, 95, qu'est-ce que je dois lui faire? Non, la question est mal posée. Est-ce qu'elle est diabétique? Est-ce qu'elle a une atteinte des organes cibles? Et Dr Nedjar et Dr Azouz vous ont montré que ce risque cardiovasculaire était évalué à partir de 3 éléments. C'est vrai, certes, il y a les chiffres tensionnels, c'est important. Quelqu'un qui a 18 et quelqu'un qui a... Là, il y a d'autres éléments. Il y a les facteurs de risque associés. Et là, le diabète, comme c'est le thème d'aujourd'hui, le diabète a une place importante. Chez un diabétique, on est beaucoup plus agressif. Il y a, en plus des facteurs de risque, ce qui est important, il y a l'atteinte des organes cibles. J'ai un malade, je prends sa tension, je trouve 140. Mais 100. Même pour certains, vous avez une jeune dame de 40 ans qui a 16 ou 17, et bien c'est pas sûr que le bénéfice du traitement soit évident. Retenez une chose, c'est qu'on traite un risque cardiovasculaire, pas une pression artérielle. Donc il ne faut plus poser cette question et dire voilà, mon malade, il a telle pression, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le risque cardiovasculaire? Certes, la pression artérielle est un des éléments de l'évaluation du risque et non pas la seule. C'est pour cela que cette approche globale basée sur le risque cardiovasculaire, c'est pour ça qu'on dit que l'hypertension, il faut une approche de santé publique. Ça, on va le dire après, qui est très important. Il y a beaucoup, je ne sais pas si on a répondu un peu au souci du collègue. Je pense que c'est une ancienne idée qu'on n'arrive pas à enlever de notre tête, ce fameux chiffre de tension artérielle. Je comprends bien les préoccupations de votre confrère. Donc il faut savoir maintenant qu'on parle de risque cardiovasculaire. On ne parle pas de chiffre de tension artérielle, sauf les urgences, sauf les cas particuliers bien sûr. Mais comme il a dit le professeur Berkhadda, maintenant il faut traiter un ensemble de maladies et en même temps. Donc on a vu qu'il fallait classifier les malades selon le risque et selon s'il y a ou non d'autres facteurs de risque, s'il y a l'atteinte des organes cibles, etc. etc. Donc c'est un nouveau concept qu'il faut accepter, qu'il faut traiter, il faut savoir qu'on traite un ensemble de facteurs de risque et non pas de chiffres tensionnels. On ne parle plus d'hypertension. Et même, on nous a adressé un courrier
à la Société algérienne d'hypertension, nous demandons de changer le nom et ne plus parler de ça, Société algérienne d'hypertension, mais Société algérienne de pression artérielle. Et ça veut dire beaucoup de choses. Là, il faut agir, parce que là, bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais si on trace un petit peu la courbe, parce que la pression artérielle est répartie dans la population selon une courbe de Gauss. Vous voyez, avec des extrêmes, et au milieu, vous avez les plus importants, c'est-à-dire 120, 130. Et on est passé d'acheter un facteur de risque à pression artérielle déterminant de santé publique. On est passé à un autre stade, c'est-à-dire qu'il faut agir à l'échelle de la population. Il faut essayer de baisser la pression artérielle à l'échelle de la population. Parce que, je vous ai dit, entre 115 et 135, le risque est multiplié par 2. Ça ne veut pas dire qu'il faut traiter. Mais si on baisse la pression artérielle à l'échelle de la population, on va obtenir des résultats. Et ça, ce n'est pas les médicaments. Bon, je vous donne l'exemple de la France, parce que c'est le pays le plus proche. Je crois que je l'ai dit déjà, ce problème, c'est qu'il y a des mesures de santé publique, de protection des consommateurs. Et l'exemple le plus simple, c'est les boulangers. Maintenant, en France, la loi oblige les boulangers à mettre 7 grammes de sel par kilo de farine, au lieu de 14 ou 15 ou 17. Et ils ont vu qu'il y avait un résultat. Il y a aussi une chose qu'on dit tout le temps, qu'on répète, pour lutter contre les facteurs de risque, il vaut mieux construire un stade qu'une polyclinique. Ça, c'est très important. Et on a le plaisir d'avoir avec nous, il n'est pas là, notre ami professeur Sali, qui est un pédiatre, professeur en pédiatrie. Et souvent, on oublie les pédiatres. C'est les généralistes et les pédiatres, parce que l'incubation des facteurs de risque, le temps d'incubation des maladies cardiovasculaires est très long. Ça commence dès la vie intra-utérine. Et les mesures, il faut les commencer très tôt. Cette vision de santé publique qu'il faut à l'hypertension artérielle. Les médicaments, bon, ça ne va pas plaire beaucoup au labo, hein, tu m'excuses. Mais ils vont les médicaments, c'est à la fin. Si on veut que l'enfant, même chez nous, c'est pas trop tard, mais c'est les mesures de santé publique. Vous allez voir que l'hypertension touche 35% de la population, selon la définition classique. Bon, on ne sait pas. Donc, je vous dis, les spécialistes de l'hypertension vous disent aujourd'hui, on sait à l'échelle de la population. Voilà ce qu'il faudrait avoir une autre vision de l'hypertension artérielle. On est passé de l'hypertension artérielle maladie à l'hypertension facteur de risque à aujourd'hui pression artérielle déterminante de la santé à l'échelle de la population. Vous voyez les étapes dans la... Merci. Donc c'est juste pour rester dans la même idée, donc ce qu'a dit donc le professeur Berkhta, par rapport donc au traitement de l'hypertension artérielle. C'est vrai, donc il faut agir maintenant sur tous les facteurs de risque, et ça donc c'est une chose qui est très très importante à connaître. Mais je dirais mieux aussi, donc il faut d'abord aussi, c'est-à-dire traiter avant même, c'est-à-dire donc l'apparition de l'hypertension artérielle. En fait, donc il ne faut pas attendre le chiffre de 140, 90 pour traiter le malade, mais au fait donc il faut agir sur donc tous les facteurs de risque qui peuvent compromettre bien sûr le risque cardiovasculaire, parce qu'on connaît actuellement qu'il existe donc un autre, c'est-à-dire bon, je dirais donc une autre forme, on appelle avant c'est des tensions élevées, c'est-à-dire limite haute. En fait, donc ce sont des malades qui peuvent éviter un risque cardiovasculaire. De ce fait, donc le traitement doit englober tous les facteurs de risque. Et ceci donc aussi est une chose, donc je dirais très importante. Juste pour le deuxième volet de la question, parce qu'il n'indique pas un traitement, mais je veux insister sur une autre chose, c'est déterminer vraiment les facteurs qui influencent cette HTA labile. C'est-à-dire, parfois on a une fausse HTA. Et c'est là tout l'intérêt de MAPA, comme j'ai décrit. Donc, parce que la MAPA, en fait, je n'ai pas bien détaillé, elle est accompagnée systématiquement d'un petit carnet où le patient inscrit vraiment le moment où la prise de tension est automatique, inscrit vraiment ses activités. On a vu, bon, ça s'est passé rapidement, sur les schémas, par exemple, il y a un appel téléphonique, on a la prise de tension artérielle qui est élevée. J'ai eu personnellement une expérience vraie avec une MAPA d'une patiente
enfin qui travaillent dans le paramédical et qui étaient vraiment typiques. Dès la sortie du matin, les chiffres tensionnels sont bien. Dès qu'elle rentre à domicile et qu'il y avait des problèmes au foyer, vers 16h jusqu'à 23h, les chiffres sont élevés. Et à partir du sommeil, les chiffres se corrigent. Donc on a été même à interroger la patiente, évidemment qu'elle avait des problèmes familiaux. Ça explique énormément. Donc toute l'importance de MAPA, qu'elle apporte la MAPA dans le diagnostic, et notamment dans ces formes d'HTA-B, comme il a dit. Donc il vaut mieux agir sur ces facteurs qui nous donnent une fausse HTA plutôt que traiter ou bien succomber à l'aspect mercantile. Puisqu'on parle du diabète, je crois que tu as oublié quelque chose d'important. Chez le diabétique, souvent on a une surestimation. En fait, c'est une fausse hypertension artérielle qui est secondaire à la médiacalcose. Il faut connaître ce problème. Parce que chez le diabétique, on a une calcification terre. Et la terre ne s'écrase plus. C'est-à-dire que vous ne mesurez plus la pression intravasculaire. Et donc, parfois, chez un diabétique, il n'a rien du tout. Et on est étonné de voir des pressions 260, 240, des pressions très élevées, alors qu'il n'a rien, il n'a aucun signe, ni retentissement, ni rien du tout. Alors, il faut penser à la médiacalcose, la calcification de la média qui est quand même assez, qui n'est pas exceptionnelle, je dirais pas fréquente, mais elle n'est pas exceptionnelle, la médiacalcose du diabétique. Comme on vous l'a suspecté, quand vous donnez un parce que vous allez, l'escalade thérapeutique, vous allez donner un thiazidique plus un IEC plus un parce qu'elle est toujours élevée. Commencez à avoir des signes d'hypotension. Dès que le malade se lève diabétique, il a des vertiges, parfois des syncopes. C'est des signes d'hypotension au traitement. C'est dommage, bon, on n'a pas eu le temps de le mettre parce que nous avions fait, je crois que j'en ai parlé même ici, nous avions fait une étude avec les internes du service, en 2000 je crois, 2000-2001, pour voir un petit peu la validité des appareils de mesure au secteur sanitaire de Sidi Mohamed. C'est où se situe un peu notre CHU Mistar. Donc 65 appareils ont été vérifiés, 65 appareils de mesure. Donc comment on les vérifie? On les vérifie, c'est d'abord dans un appareil, c'est le système d'étanchéité. Quand vous gonflez, normalement quand vous gonflez l'appareil et vous fermez la valve, l'aiguille elle ne bouge pas. C'est la course, l'aiguille attend comme c'est le cas. Elle dit ça veut dire, si c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a un trou. Il y a un trou dans le... C'est pas valable. Il y a des appareils, l'aiguille qui descend et le médecin en train d'essayer de... Elle dit ça ne marche pas. Déjà, on dit que c'est défectueux. Si la valve, elle ne bloque pas, si elle n'est pas étanche. Deuxièmement, on avait ramené 2 appareils de l'usine, c'est la marque Boumanomètre, et on avait un T métallique en métal, donc un T avec un petit T. Donc d'un côté, on mettait l'appareil qu'on voulait calibrer, étalonner, de l'autre appareil, l'étalon, l'appareil qu'on avait ramené, et le troisième bout, c'était la poire. Donc vous imaginez un petit peu un système fermé, avec un tube, un T avec 3 T. Et donc, on a eu la surprise. L'appareil, vous voyez l'aiguille indique, soit elle a de l'avance, soit elle a de l'avance. C'est pas plus de 20 ans, vous laissez arrêter les camps, carrément. Donc, attention à l'outil de mesure. L'outil de mesure, c'est important. Il faut un bon outil de mesure. Au CHU, au secteur sanitaire de Sidi Raïs, ما تخش في تفاصيل هذه تفاصيل محلية. Salam alaikum. Je voudrais revenir sur le sujet de la médiacarcose. C'est les sujets qui présentent un diabète et une hypertension artérielle. Lorsqu'on vous répond que ce patient présente une rétinopathie diabétique ou une maculopathie, il ne faut pas s'acharner à faire baisser cette tension artérielle rapidement. Les observations faites montrent que ça donne un coup de fouet à la rétinopathie. Il est préférable d'équilibrer la glycémie
Et l'équilibre tensionnel doit être progressif. Et surtout, il faut penser à la médiacarcose. Disons que c'est une hyperpression qui n'est pas... Disons que c'est une... Il y a une fausse hypertension artérielle. Il ne faut pas s'acharner à faire baisser cette hyperpression artérielle. Ça entraîne une rétinopathie diabétique évolutive qui donne des complications importantes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, comment faire la différence entre médiacalcose et vrai? Donc, je répète encore une fois, le concept de média, il faut bien comprendre. La médiacalcose, je répète, ce n'est pas une hypertension, c'est une fausse hypertension. Donc, comment faire le diagnostic de la médiacalcose, en fait, c'est ça la question. Parce que le deuxième volet, c'est bon. Comment faire la différence entre une médiacalcose chez un diabétique et une vraie hypertension? Parce que la vraie hypertension, il faut la traiter et agressivement. Si vous avez une vraie hypertension. Parce que la médiacalcose, c'est par la présence de signes d'hypotension clinique. Des signes d'hypotension parce que la tension est basse à l'intérieur du vaisseau. Il n'y a pas d'hyperpression, la pression est basse. Vous avez compris ça, j'espère. D'accord. Donc, il y a des signes d'hypotension. C'est quoi les signes d'hypotension? C'est, je vous ai dit, le premier signe, c'est un petit peu les vertiges. Dès que le patient se lève, ça tourne. Parfois, on a eu des syncopes. Des malades sous 4 médicaments, 5 médicaments. Vous faites soit une radio des parties molles, soit un Doppler, un écho-Doppler des membres. Vous trouvez une médiacalcose carabinée. Maintenant, c'est évident que ce n'est pas facile cliniquement de faire le diagnostic. Et même, je vous dirais même, pour compliquer les choses, même en faisant un écho-Doppler, parfois la médiacalcose peut être associée à une vraie hypertension artérielle. Donc vous voyez que ça complique les choses, c'est pas évident. Hein? Le seul vrai diagnostic, vous le devinez, c'est comment doit-on faire le diagnostic? Alors là, je vous laisse répondre. C'est l'invasif. Vous introduisez un cathéter dans l'artère et vous voyez que la pression est élevée ou là n'est pas élevée. Bon, là, mais on ne va pas jusque-là en général. Hein, ça... Mais sachez que ça existe. Surtout quand est-ce que vous pensez que vous avez des pressions très élevées. Vous avez tous eu chez un diabétique, vous avez gonflé au maximum et vous avez toujours les battements. Elle dit c'est la médiacalcose. C'est à 260 et vous entendez toujours les battements. L'artère n'est pas écrasée. 260, 270, ou alors que le patient il n'a rien du tout. Le fondé est normal, le rein il est normal, il n'y a pas d'HVG. Il faut penser. Mais je répète encore une fois, ça c'est l'exception chez le diabétique. Hein? C'est pas la règle. Non, c'était juste pour... Donc, non, on n'est pas en retard. On n'est pas en retard. Lisez le programme. C'est différent, c'est l'artériosclérose. On sait que nous, à partir de 70 ans, 70% des malades sont hypertendus. Maintenant, il y avait un grand débat. Faut-il baisser les pressions artérielles des personnes âgées? Les essais cliniques ont dit oui. On dit oui. Réponse, parce que Zman qui est sans plus l'âge. Hein? C'est Ibn Khald à ton époque. Tu n'es pas très jeune, hein? C'était 100 plus l'âge. C'est-à-dire quelqu'un qui a 80 ans, 180. Alors que c'est faux. Maintenant, on sait que c'est faux, qu'il faut traiter. Les études ont montré que ces malades bénéficient du traitement. La mortalité diminue. Si vous avez un monsieur de 80 ans qui a 180, il faut le traiter. Il faut le traiter avec des objectifs tensionnels pas à traiter.
Pas, ils disent, bon là c'est dit, il faut arriver à 160, pour certains non, il faut aller jusqu'à 140. Bon. Mais au moins à 160. C'est vrai que chez les personnes âgées, il ne faut pas trop baisser la pression parce qu'ils tolèrent mal, parfois. Je pense, oui, professeur Terni, chef de service de Tizi Ouzou. Cette histoire de média calcos, quelle est la fiabilité du GPS chez le diabète? L'index de pression systolique. Donc M. Terni nous pose un petit peu un truc de spécial à la cheville, à la tibia postérieure, et faire normalement chez une personne normale la pression humérale et la pression tibiale postérieure sont les mêmes. C'est-à-dire le rapport est égal à 1. C'est ça le principe. Hein, L'IPS, c'est la pression artérielle à la cheville sur pression humérale. Et quand cet indice diminue, quand il est inférieur à 0,8, ça veut dire qu'il y a une atteinte artérielle. Moi, je m'en la pression à la cheville est inférieure à la pression dans la médiacalcose, c'est l'inverse, parce que la médiacalcose commence au niveau du trépied jambier. Donc, vous allez prendre la pression en bas et vous allez trouver élevé par rapport. Donc, si l'IPS est supérieur à 1,3, on parle de médiacalcose. Ça veut dire que la pression au niveau des membres inférieurs est supérieure. C'est pour cela que l'IPS chez le diabétique n'est pas très valable pour les experts. Parce qu'il ne reflète pas très bien la tête artérielle. Vous pouvez avoir une lésion sévère avec un IPS normal chez le diabétique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une sténose sévère avec un IPS normal, du fait de la non-compressibilité des artères. Bon, ça, tu nous amènes un peu loin. C'est la médiacalcose, je crois bien, mais il y a des signes radiologiques. Oui, bien sûr. Ça n'a pas été... Oui, on a des radios des parties molles, on va dire. Oui, monsieur. Une hypertension donc d'origine, c'est-à-dire donc où la médiacalcose donc donc une fausse hypertension en fait. Bon, l'hypertension qui est le plus souvent donc elle est de type systolo-diastolique ou bien donc diastolique en fait. Et vous avez aussi cette notion donc très importante, c'est elle s'intègre dans un syndrome, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc vous avez de la dyslipidémie, l'hypertension artérielle. Donc vous avez donc une dysglycémie, donc le diabète n'est pas obligatoire en fait. Et vous avez aussi donc une hypo-HDLémie avec une hypertriglycéridémie. Et le facteur majeur, bien sûr, reste l'obésité, donc systolique ou bien donc l'hypertension qui se voit donc en cas de médiacalcose, elle est beaucoup plus de type systolique, au fait. Donc vous avez des chiffres systoliques, au fait, qui sont très élevés. On a anticipé un peu les débats sur le diabète HTA. Le professeur Makhata va nous en parler plus en détail. Et on va l'harceler de traitement tout à l'heure. Je vous invite à une petite relation, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et visite des stands. Merci. À tout à l'heure. HTA et diabète, dès qu'il y a cette association, ça c'est un schéma classique, vous voyez que les facteurs de risque se multiplient. Si on prend smoking, donc tabac tout seul, vous voyez, le risque est de 2,8%. Maintenant, si vous associez tabac, diabète et hypertension, ce risque va être multiplié par 62. C'est-à-dire que ces facteurs de risque se multiplient entre eux. Quand il y a un diabétique tout seul, le risque est de multiplié par 3. Si vous associez l'hypertension, il va être multiplié par 16. Donc vous voyez que c'est exponentiel, la multiplication de ces facteurs de risque. Ça, c'est une petite étude qu'on avait publiée pour montrer que l'association est redoutable
puisque chez 227 diabétiques hypertendus, on avait retrouvé presque la moitié qui avait des complications, etc. Bon, ça c'est pas très important. En plus de la cardiopathie, il y a la néphropathie qui un petit peu pose un problème de prise en charge et de traitement chez le diabétique. Il faut savoir que 40% des diabétiques vont développer une néphropathie qui va passer par 3 stades. Type 2 porteur du microalbuminurie a 3 fois plus de risque de mortalité. Donc, la microalbuminurie, comme l'hypertrophie ventriculaire gauche, va multiplier le risque par 3. Donc, un diabétique sans microalbuminurie a un meilleur pronostic. Donc, une solution avant le traitement, c'est la prévention. Et cette prévention va passer par plusieurs stades. Nous allons essayer à la lumière de... L'un ne va pas sans l'autre. Cette prévention cardiovasculaire va passer par... c'est difficile. Par le contrôle de la glycémie. Et ça, notre ami diabétologue est beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Le contrôle de la dyslipidémie, qui est important. Et enfin, le contrôle de l'hypertension artérielle, qui est l'un des axes majeurs dans la prévention de la néphropathie qui a pris. Alors, l'impact du contrôle glycémique est connu. Plus vous contrôlez la glycémie, plus mieux ça vaut, mieux la mortalité, mieux le malade se porte bien. Il y a beaucoup d'études qui ont montré, avec une place particulière pour la metformine, qui serait un petit peu le médicament qui a montré le plus. Modification du mode de vie est supérieure à la metformine. C'est une étude qui a montré, très très sérieuse sur le plan méthodologique, qui a été publiée en 2002, qui a montré que en évitant certaines, une bonne diététique et un sport ou une activité physique, il ne faut pas parler de sport, mais d'activité, modifier le mode de vie. Mode de vie. Plus de voitures, plus de ceci, plus de cela, pour que il y a le résultat. Donc à côté du contrôle de la glycémie, qui est connu, hein, n'est-ce pas, il y a le contrôle de la dyslipidémie. Nous revenons un petit peu à ce concept de risque cardiovasculaire global, n'est-ce pas, où on ne se contente pas dans le traitement des hypertendus diabétiques. Maintenant, on sait que c'est un petit peu, vous n'avez pas encore un consensus. Faut-il donner une statine à tous les hypertendus diabétiques? Bon, la question, pour certains, ça serait évident la réponse, et oui, mais il y a quelques nuances. Il y a quelques nuances que j'aurais voulu vous montrer si tu n'aurais pas dû toucher Internet. Antivirus. Donc, pour certains, je répète encore une fois, c'est systématique. Un hypertendu diabétique doit recevoir une statine et elle abaisse les triglycérides qui sont élevés, mais il n'y a pas d'étude de mortalité, n'est-ce pas, sauf avec le gemfibrozil de l'IPU, qui n'est pas commercialisé ici en Algérie, qui aurait montré une diminution de la mortalité. Donc retenons statine. L'aspirine, c'est à peu près la même chose. L'aspirine, c'est le même problème. Doit-on donner systématiquement de l'aspirine chez un hypertendu diabétique? Alors là, il y a beaucoup de discussions. Ce qu'il ne faut pas faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire, et ce que vous faites malheureusement souvent, c'est de donner de l'aspirine à un hypertendu qui n'est pas artériel, soit équilibré. Quelqu'un qui a 180 mm de mercure. Sans rentrer dans les détails, il faut savoir que, je vais passer rapidement, il faut savoir que les bloqueurs du système rénine-angiotensine ont un petit peu la faveur des spécialistes de l'hypertension et du diabète, comme les IEC et les ARA2, mais les diurétiques sont aussi efficaces. Car sachez que les diurétiques, malgré leur effet métabolique délétère, dans tous les essais cliniques, ont montré une supériorité, sinon une équivalence d'action avec les inhibiteurs des IEC et les ARA2.
Par exemple, je vous cite l'étude OLAT, qui est l'une des plus grandes études sur l'hypertension, qui a consacré plus de 45 000 patients et qui a voulu comparer entre un IEC, un anticalcique, un antipersenteur central et un thiazidique. Le chlorotidone, les hydrox, c'est un vieux médicament. Eh bien, le thiazidique est sorti vainqueur. Et malgré cela, le labo qui le commercialise a suicidé le médicament. Il l'a retiré du marché parce que ce n'est pas très rentable, le thiazidique. Sachez qu'il n'y a aucun thiazidique commercialisé en Algérie, sauf en association. Ce n'est pas très rentable. Alors que c'est le médicament dans le dossier clinique est le mieux étoffé. Je répète encore une fois, malgré les effets métaboliques délétères des diurétiques, tous les essais cliniques ont montré un bénéfice en termes de morbimortalité. Parce qu'on sait que les diurétiques augmentent un petit peu la glycémie, mais malgré cela, en termes de mortalité, en termes d'objectif principal dans les études, du fait de leur bénéfice, les thiazidiques sont sortis en général vainqueurs des essais de comparaison. Donc si on doit retenir un petit peu quel est le médicament à donner chez un diabétique hypertendu, quelle est la préférence, en général, on va voir tout à l'heure, ça va aller association IEC thiazidique ou ARA2 thiazidique en général. Alors, je vous rappelle que le traitement doit être agressif, donc il faut atteindre un objectif tensionnel plus bas que chez le malade tout venant. Chez le tout venant, c'est 140-90. Chez le diabétique, c'est 130-80. Donc, beaucoup plus agressif. Et en général, il est aléatoire de vouloir obtenir avec un seul médicament. C'est exceptionnel qu'on arrive à équilibrer un diabétique avec un seul médicament. En général, en plus des règles hygiéno-diététiques, il faut au moins 2 médicaments. C'est pour ça que je vous dis en général, bloqueur de l'angiotensine et thiazidique. Bon, on en a parlé. Alors, maintenant, dans la prévention donc c'était un petit peu en termes de prévention cardiovasculaire, prévention de la néphropathie. Alors, vous avez la prévention primaire c'est pour éviter l'apparition de la microalbuminurie, donc c'est bien avant l'apparition de la microalbuminurie. Quelles sont les études qui ont montré un bénéfice? Le contrôle glycémique, c'est connu, dit d'un blocage du système rénine-angiotensine. Ça, c'est une grande question qui a été posée. Et des études ont essayé de répondre à cela, c'est-à-dire que même si la tension est normale, est-ce qu'un IEC ou un ARA2 va protéger ce diabétique et ralentir la microalbuminurie et diminuer un petit peu la mortalité cardiovasculaire? La dernière étude advanced, attention, il faut nuancer ce résultat. Pour l'instant, donner un IEC à tous les diabétiques n'est pas encore de recommandation courante. Mais c'est possible que bientôt, dans les guidelines, vous allez retrouver IEC ARA2 ou ARA2 chez tous les diabétiques. Même avec tension normale. Bon, chez l'hypertendu, bien sûr, il n'y a aucun doute qu'il faut donner un médicament et que la diminution de la pression artérielle ralentit l'apparition de la microalbuminurie. Parce que là, on est dans la prévention primaire. On veut éviter l'apparition de la microalbuminurie. Alors, pour le bon contrôle de la glycémie, microalbuminurie, alors on donnerait quoi? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Voilà. Plus diurétique. S'il y a en général, et je me répète encore une fois, en général, chez tous les diabétiques, ça va aller thiazidique, ARA2 ou IEC. On ajoute un anticalcique s'il y a une résistance à l'association IEC ou ARA2 thiazidique, le médicament de troisième choix, disons, qui vient juste après, ce sont les anticalciques.
Il y a des études avec le chauffeur. L'objectif encore est plus bas. 125, 75, selon la Joint National Committee. L'objectif. Alors que chez les autres diabétiques, c'est 130-80, microalbuminurie ou la macro. Ici, pardon, microalbuminurie ou pas de microalbuminurie, ici l'objectif est plus bas. Et là, notre faveur va IEC, mais surtout la créate, pas inférieure mais supérieure. Si la créate n'est pas très élevée, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'insuffisance rénale, on donne un thiazidique. Sinon, on préfère le furoside. C'est pas parce que c'est dangereux, mais c'est inefficace. Un thiazidique chez quelqu'un qui a une insuffisance rénale, il est inefficace. Alors, quelle est la situation de la prise en charge maintenant sur le terrain chez nous? Vous voyez que la moitié des malades ne se savaient pas hypertendus. Regardez ici, 52% des malades, nous avons découvert pendant l'enquête qu'ils étaient hypertendus, et le reste, les malades connus, c'est la seule chose peut-être positive, c'est dû un petit peu à la prise en charge à la caisse de sécurité sociale, tout ce que vous voulez. La plupart des malades qui se savaient hypertendus prenaient un traitement. Chez nous. Chez les diabétiques, c'est encore plus grave. 2% uniquement des diabétiques hypertendus algériens sont contrôlés par le traitement médical. 2% de l'ensemble des diabétiques hypertendus que nous avons retrouvés étaient contrôlés. Ce qui est dramatique. La deuxième communication sur le diabète, et on va laisser les questions à la fin de la deuxième communication. Donc j'appelle le Dr Aouich pour nous parler de l'ethiothérapie dans le diabète de type 2. Un sujet qui fait une hypotrophie fœtale, un retard de croissance intra-utérin, une malnutrition ou bien une mutation diverse peut entraîner tout simplement par la suite une dysfonction de la cellule bêta-pancréatique et apparition d'un diabète. De même, un sujet bien sûr, vous avez l'obésité qui est le deuxième déterminant, qui est médié bien sûr par le poids de l'environnement, et qui dit obésité, surtout abdominale, dit insulinorésistance, et l'insulinorésistance bien sûr, c'est le lit pour le point de départ pour la maladie diabétique. Alors maintenant, la pathogénie, donc vous la connaissez, le diabète de type 2 constitue 85 à 95% des types de diabète, et là, les facteurs de risque sont représentés essentiellement par le vieillissement des populations, par l'urbanisation croissante, modification surtout dans les habitudes alimentaires, mais aussi, chose importante, c'est la réduction de l'activité physique. Alors maintenant, sur le plan physiopathologique, et en parlant du diabète de type 2, au fait, vous avez deux facteurs importants. Vous avez donc l'insulinorésistance, c'est quoi? C'est tout simplement un défaut d'action de l'insuline au niveau périphérique, mais vous avez aussi, bien sûr, le déficit de sécrétion de l'insuline. À ceci se rajoute, bien sûr, donc des modifications au niveau hépatique, et vous avez donc cette hyperproduction, donc excessive de glucose. Tout ceci va entraîner l'apparition de la maladie diabétique. Alors maintenant, pour vous parler de l'insuline, bien sûr chez un sujet normal, comment se fait la sécrétion de l'insuline? En fait, l'insuline est constituée de 0,6 unités par kilo par jour. Et vous avez ce profil donc nectéméral. Alors donc, un sujet normal, vous avez l'insuline basale qui représente 40 à 50% dans la journée, mais si on mange, on a des excursions glycémiques, donc automatiquement on aura donc une stimulation donc insulinique, et ceci représente tout simplement 50 à 60%. Alors la maladie diabétique, elle présente une histoire au fait qui évolue dans le temps. Et là, je vous ai montré spécialement cette plaque, c'est juste pour vous montrer qu'avant même l'apparition du diabète ici, au fait, quand vous avez une diminution de la sécrétion de l'insuline de 50%, vous avez l'apparition déjà, elle existe avant même l'apparition du diabète. Alors, c'est une plaque qui résume un petit peu ce qui se passe. Alors, vous avez chez un sujet normal, vous avez une insulinorésistance, il n'y a pas d'insulinorésistance. La sécrétion d'insuline, elle est normale. Et bien sûr, évidemment, les glycémies à jeun et les glycémies postprandiales qui sont tout à fait normales. Alors, si on est intolérant, ça veut dire, donc, avant le stade du diabète, qu'est-ce qui se passe? Tout commence par l'insulinorésistance.
Donc, vous avez un défaut d'action de l'insuline au niveau périphérique, et bien sûr, vous avez une réaction du pancréas qui va essayer de contrecarrer cette insulinorésistance. Donc, on va assister à un état d'hyperinsulinisme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez que la glycémie à jeun, donc elle reste normale, alors que la glycémie prandiale, donc elle commence à s'élever. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement pour vous dire que pour même dépister le diabète, il faut s'intéresser actuellement à la glycémie postprandiale, puisque la glycémie postprandiale, postprandiale est une alerte précoce au fait au diabète. Alors, qu'est-ce qui se passe si on développe un diabète? Donc, l'insulinorésistance, elle continue, bien sûr, comme vous voyez ici, et bien sûr, le pancréas, il n'en peut plus. Et là, vous aurez un tarissement de la sécrétion d'insuline. Et là, vous aurez, bien sûr, les deux paramètres qui vont s'élever, à savoir la glycémie à jeun et la glycémie postprandiale. Alors, tout ceci pour vous dire que chez le diabétique, bien sûr, c'est vrai qu'il y a un tarissement progressif dans l'insulinosécrétion, et l'insulinothérapie dans le diabète de type 2, en fait, elle s'inscrit dans cette évolution naturelle du diabète de type 2. Alors, comme vous voyez ici, les trois déterminants majeurs, bien sûr, du diabète, la génétique, les facteurs environnementaux et ce fameux syndrome, le syndrome X, donc le syndrome d'insulinorésistance. Vous avez donc diminution de 50% des cellules bêta-pancréatiques, donc apparition du diabète, et ceci va exposer dans le temps à des complications dégénératives et bien sûr à une mortalité très importante. Alors donc la morbidité associée au diabète est connue. Donc vous avez le risque de la microangiopathie, bien sûr essentiellement par le biais de la rétinopathie et de la néphropathie diabétique, mais vous avez aussi bien sûr la neuropathie diabétique qui expose bien sûr à une insensibilité donc, du pied, et ceci va entraîner donc des maux perforants plantaires et un pied à risque. Et vous avez aussi la macroangiopathie, surtout l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et le risque d'amputation qui reste bien sûr très important. Alors donc, on vous a dit que l'hyperglycémie est actuellement considérée comme un facteur de risque hétérogène, indépendant des autres facteurs de risque. En fait, l'hyperglycémie, elle est résistante au traitement et elle est étendue. Alors maintenant, on sait que le diabétique, avant tout, c'est un vasculaire. Et l'avenir vasculaire du diabétique, donc, il est compromis. Et les chiffres sont là pour vous dire que si on fait un diabète, on a un risque d'insuffisance coronaire qui est multiplié x 2, x 6. Le risque d'AVC